Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 52 minutes avec. Il faut un sacré courage ou un vrai destin pour oser pénétrer dans ce monde. Un monde réservé jadis aux dieux, puis à mi-chemin entre le sacré et le profane. Ce monde, notre invité ne s'est pas acharné à forcer sa porte d'entrée. Il a été choisi. Ce monde, celui des senteurs et des parfums, qui nourrit tant de fantasmes, s'est imposé à lui comme une évidence au gré de ses déambulations dans les ruelles et les souks de sa ville natale, Marrakech, sa ville de cœur et d'inspiration, sa première muse. Notre invité est un éternel voyageur, une effluve, une fragrance, une note de fleurs, d'épices, de bois, et le voilà transporté dans un autre monde, une autre époque. Notre invité aime à reprendre cette phrase de Proust. Le parfum reste la forme la plus tenace des souvenirs. Et notre invité a plus de souvenirs que s'il avait 1000 ans. Il a plusieurs vies, de nombreuses passions, mais il est plus connu pour être l'alchimiste de notre mémoire, le premier créateur de parfums au Maroc, Abdelrazak Benchaban, car c'est de lui qu'il s'agit, est botaniste, photographe, créateur de musées, enseignant universitaire, écrivain et naturellement grand écologiste. Ses parfums sont un concentré de l'essence de notre pays, de son identité, de sa faune, de sa flore, bref, de son âme. Son mythique parfum, Soir de Marrakech, créé en 2004, intègre en 2013 la prestigieuse et sélective Osmothèque de Versailles. Abdelrazak Benchaban a aussi créé le parfum Jardin Majorelle à la demande d'Yves Saint-Laurent. Il a surtout consacré 10 ans de sa vie à la restauration de ce sublime jardin dans le respect de l'esprit et du style de Jacques Majorelle. Il a aussi rêvé et créé de nombreux musées dans la ville de Marrakech, comme le musée de l'art de vivre ou encore le musée du parfum et le musée de la Palmeraie, un lieu dédié à l'art contemporain. Il est aussi à l'origine du Jardin Art, un festival pour sensibiliser le grand public au patrimoine naturel et à la protection de l'environnement. Abdelrazak Benchaban est l'auteur du livre du parfum, sur le chemin du sacré et du profane, du livre du sable et du parfum, de Marrakech, Cité Jardin, Grandeur, décadence et renaissance, et d'un roman qui vient de sortir intitulé Sidéré. Benchaban, le photographe, a aussi publié l'album de photographie Un passage au Maroc avec Alain Gorius, Maroc intime avec Nicole de Bonchara et Une enfance à Marrakech. Et il nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce soir, aujourd'hui. Monsieur Benchaban, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, merci de votre invitation. Alors, avec vous, Monsieur Benchaban, on sait vraiment par quoi commencer, parce qu'il y a tellement de choses, tellement de passions. Ça me dit, ce qui vous attire, toute votre vie, c'était la beauté. Exactement. Mais on va commencer par le début. Vous êtes né à Marrakech et vous avez un lien très particulier avec cette ville. Oui, Marrakech est la ville où j'ai vu le jour, donc je suis à Marrakech. Mon père est d'origine paysanne, au nord de Marrakech, de Jbilet, et ma mère est d'origine berbère. Oui. Mais sa famille était déjà ancrée dans la ville de Marrakech, puisque sa famille était des artistes, ébénistes, oui. et étaient aussi des bâtisseurs, parce qu'ils ont construit beaucoup de hammams à Marrakech, qu'ils ont géré par la suite, des mosquées, et ils ont percé, quand la voiture est arrivée à Marrakech, c'est mon grand-père qui a percé les doubles portes qu'on voit maintenant, quand on arrive à Marrakech, dans les remparts, quand il y a deux portes creusées pour pouvoir que les automobiles puissent passer, ben ça c'était l'œuvre de mon grand-père qui a été suivi par mon oncle paternel qui a fini les chantiers dans les années 60. Ah oui, donc votre famille a une véritable, son histoire est liée à celle de la ville de Marrakech. Absolument. Ça c'est votre père, vous et voilà, votre frère. Sur cette photo, je devrais avoir 4 ans, 5 ans et c'était un jour de fête, on était habillés, c'est une fête qui devrait avoir pendant la période chaude quand même. Oui. On est en habillés légèrement. Là. Oui. Et la tradition voulait, à l'époque au Maroc, un jour de fête, on immortalisait le jour de fête par une photographie. Et mon père a eu l'idée de réunir ces deux enfants. Moi, je suis sur la gauche de cette photo. Enfin, moi, je suis sur la gauche de mon père. Voilà. Oui, sur la gauche de votre père. Et cette photographie a été fondatrice dans ma vie parce que ces jours-là, j'ai découvert la chambre noire. À l'époque, les photographes, dans leur studio, avaient une immense chambre noire, aussi grosse que cette caméra de télé. Et moi, je ne savais pas pourquoi il fallait regarder cette... C'est après, quand j'ai vu les résultats, que j'ai compris la magie de cette chambre noire. Oui. Et j'ai voulu... Et depuis, je n'ai jamais quitté les vitrines des photographes. J'allais regarder. Et j'avais envie de devenir photographe. Et d'ailleurs, mon père m'a aidé pour avoir mon premier appareil photographique.
Et j'étais très attiré. Ensuite, il y a eu un autre événement quand je suis allé à l'école. C'était un mercredi, je me rappelle très bien. Le maître d'école nous a dit cet après-midi, il n'y a pas classe. Et on était contents, mais il nous a dit non, non, il y a quelqu'un qui va venir nous voir, il faut être sérieux, faire le silence. Alors, ils ont transformé une salle commune en salle de cinéma, ils ont mis un rideau, puis ensuite, quelqu'un est venu avec un gros trépied, il a mis une machine, Oui. et ensuite, il a commencé à bidouiller comme ça. Ils ont éteint la lumière, et très vite, il y avait sur l'écran un film qui, à l'époque, c'était un film animalier qui présentait les animaux sauvages de la savane. C'est incroyable. Moi, je n'ai pas regardé le film. Oui. J'ai regardé le projecteur, la lumière qui sortait de projecteur. Je comprends. Donc, vous regardiez à l'arrière. Le lien. Comment la lumière donnait des images. Ensuite, on m'a expliqué que c'est du cinéma. Et dès que j'ai pu lire des livres, j'ai commencé par lire des livres sur le métier de photographe et de cinéaste. C'est incroyable parce que pour la majorité des gens, on vous voit beaucoup plus comme un créateur de parfums. Alors quand vous parlez de la photographie, vous parlez avec une telle passion et on sent que c'est votre premier grand amour. Et les gens savent que vous êtes photographe, vous avez sorti beaucoup d'albums, mais ils ne connaissent pas cette facette de vous et à quel point la photographie et le cinéma prennent de place dans votre vie. Ben, ça, c'est l'avantage d'un homme qui a vécu sur 2 siècles. Moi, j'ai vécu le XXe siècle et pendant le XXe siècle, j'étais connu et reconnu comme photographe. Oui. Et à l'avènement du XXIe siècle, ma vie a basculé, je suis devenu photographe. Alors ceux qui sont nés il y a 20 ans ne connaissent que Benchaban, le parfumeur. Oui. Mais les autres savent que j'avais un passé, mais c'est resté dans le XXe siècle. Absolument. Peut-être on va y revenir aussi parce qu'il y a eu la reconnaissance mondiale et internationale de Benchaban en tant que créateur de parfums. C'est très, très important aussi. C'est un monde très fermé, très sélect et très difficile à pénétrer. On va rester un petit peu sur votre enfance parce que c'est le plus important. C'est ce qui marque, c'est ce qui forme. Votre mère aussi a beaucoup compté dans votre vie. Oui, énormément. Bien sûr. Elle a été aussi inspiratrice, que ce soit pour les parfums, pour les senteurs, et puis pour le reste. Ma grand-mère avait enseigné à ses filles l'art de se soigner par les plantes, parce que c'était des berbères qui vivaient dans la montagne, et ils avaient l'habitude, il n'y avait pas à l'époque de pharmacie ni d'hôpitaux, les gens se soignaient avec les plantes. Oui. Donc il y avait une transmission empirique de ce savoir empirique de médecine traditionnelle qui existait. Ma mère a été très proche de ma grand-mère et elle a acquis presque tout l'héritage de ma grand-mère. Et moi, quand j'étais enfant, ma mission était d'aller faire les achats de matières premières dans un marché à Marrakech qu'on appelle l'Ahbar Qdima. Donc j'allais acheter les plantes. Et vous savez, quand vous dites à quelqu'un d'aller acheter une plante, vous lui donnez le nom vernaculaire. Et moi très petit, j'ai commencé à comprendre Cheikh, Zaïtra, etc. Et je parlais, botaniste en herbe. Et en plus, quand j'allais acheter les plantes pour ma mère, je rencontrais les paysans qui amenaient les plantes pour les vendre. Et donc, je dis, mais ça vient d'où? On me dit, ça vient de telle région. Et moi, cette région où le nom de ce village est marqué dans ma tête, je n'avais qu'une seule envie, quand j'aurai l'âge où je pourrais partir visiter ces lieux, j'irai visiter ces endroits, d'où venaient ces plantes, parce que ces plantes venaient à Marrakech du Maroc entier. Hein. Marrakech est un carrefour pour le commerce des plantes médicinales et aromatiques. Et moi, j'ai rencontré des gens qui venaient du Sahara, des gens qui venaient du Haut-Atlas, des gens qui venaient de Moyen-Atlas. Et j'ai appris un petit peu la géographie. J'avais une géographie quasiment imaginaire du Maroc. Je peux vous dire dans quelle région pousse telle plante, mais j'étais incapable de vous dire où ça se trouve, cette ville ou cette montagne. C'est incroyable parce que donc c'est vraiment un destin. Votre destin était tout tracé. Vous auriez pu bifurquer et aller ailleurs, mais vous l'avez suivi. Vous avez eu une scolarité normale, tranquille, dans l'école publique. Moi, je suis le fruit de l'école publique et de la santé publique aussi. Parce qu'à l'époque, on était admis gracieusement dans l'école publique. En plus, on avait un repas, au moins, à l'école quand on venait. Moi, je me souviens, on arrivait à 7h30, on avait un bol grand comme ça avec du lait chaud, un morceau de chocolat, il y avait de la soupe, des dattes, etc. Et ensuite, on allait faire... Et quand on était malade, les infirmières venaient à l'école, ou bien on avait un petit papier, on allait dans n'importe quel dispensaire du quartier, on avait les auscultations, les médecins, il y avait des médecins sur place, et il y avait les médicaments qu'on mettait dans un petit bout de journal, on nous donnait des médicaments gratuits. Moi, je suis le fruit
de l'école et de la santé Et publique vous au n'êtes Maroc. pas ingrat, parce que toute votre vie, vous avez voulu un petit peu rendre un peu à l'école publique Vous ce savez, qu'elle vous a donné. Ça se voit à travers ce qu'on va découvrir, les écoles que vous allez lancer, les musées que vous allez mettre en place. moi, quand je suis arrivé dans ce monde, j'ai pu tout avoir. Et donc, j'ai appris peut-être que le don, c'est l'apprentissage de donner, d'offrir. Donc, moi, j'ai eu des gens qui se sont occupés de moi, qui m'ont soigné, qui m'ont éduqué. J'ai eu des bourses pour faire mes études au Maroc, aller à l'étranger. Et ça me paraît tout à fait normal de rendre un peu la monnaie. Moi, j'ai appris à rendre la monnaie, tout simplement. Et ça me paraît un geste tout à fait naturel. Oui. Et il faut que les Marocains rendent la monnaie au pays qui les avait vus naître et grandir, en payant leurs impôts et en étant acteurs aussi dans la société civile. S'ils peuvent faire... Parce que ça, on le tient de notre éducation musulmane et arabe. Vous savez, les fondations pieuses existaient avant les fondations européennes. Oui. Les gens, dans une société, quand ils avaient vendu son chameau, ben, ils en donnaient 10 à une mosquée, ou ils construisaient un cimetière, ou une école, ou bien ils creusaient une sagia ou une rétara pour le bien. Et cette générosité, ça fait partie de notre culture. Nous l'avons peut-être oublié, mais il faut toujours s'en rappeler, parce que c'est là où il y a eu toujours notre grandeur. Absolument. On va continuer de découvrir votre parcours. Après le bac, vous allez choisir de faire des études de chimie ou de botanique. Après le bac, moi j'étais... C'est pas de la botanique tout de suite, il n'y a pas de spécialité de botanique. Moi j'étais très, très intéressé par les mathématiques, parce que j'ai découvert le monde des mathématiques qui est ouvert sur la réalité de tous les jours. Oui. Tous les jours, vous avez besoin de faire des additions, mais c'est aussi, les mathématiques vous ouvrent sur l'ensemble de l'univers. Oui, oui. C'est comme ça qu'existe l'astrophysique, par exemple. Oui. Et je voulais faire les mathématiques, mais j'ai eu mon baccalauréat au mois de juin, et au mois de juillet, je suis allé m'inscrire à l'université Qadiriya de Marrakech. C'était la première année où ça a été ouvert en 1978. Mais il faisait très chaud. Il y avait une queue immense. Puis il y avait un guichet où il n'y avait personne. La queue immense, c'était des gens qui voulaient s'inscrire en maths sup. Et le petit guichet où j'ai retrouvé quelqu'un que je connaissais, M. Razala, je lui ai dit, M. Razala, vous faites quoi ici? Il m'a dit, moi j'inscris pour la biologie. Je le prends tout de suite parce qu'il fait très chaud. C'est incroyable. Et comme un petit détail peut changer votre destin. Voilà, des mathématiques vers la biologie. Et j'ai découvert que dans la biologie, je me suis beaucoup amusé aussi avec les maths, parce que la biologie, c'est aussi une question de mathématiques, de probabilité, d'algorithmes, etc. Oui. Tout ça existe dans la biologie, hein, on peut l'appliquer à la biologie. Donc j'ai pu faire les deux, le plaisir de découvrir le vivant, tout en m'amusant avec les mathématiques. De la biologie, il y aura la botanique et l'ethnobotanique aussi. Oui. C'est une spécialité que je ne connaissais pas. Alors écoutez, moi j'ai fait mon parcours universitaire après la licence, j'ai fait ce qu'on appelle un DEA, le troisième cycle, et à l'époque on devrait faire une thèse de troisième cycle. Donc la thèse de troisième cycle, je l'ai faite en écologie puisque c'était le diplôme que je pouvais avoir. Mais à l'époque, pour devenir professeur à l'université, il faut être titulaire d'un doctorat d'État. Oui. Donc moi, une fois que j'étais enseignant, j'avais la liberté de choisir mon sujet et mes professeurs. Et donc j'ai choisi l'ethnobotanique pour faire un doctorat d'État. L'ethnobotanique, pourquoi? Parce que j'ai appris ensuite en France qu'il y avait de l'avenir pour l'ethnobotanique et pour les médecines traditionnelles. Ça, on le voyait en France à l'époque, tous les laboratoires envoyaient des chercheurs en Afrique, en Asie, travailler sur ce qui se passe dans les territoires, dans les terroirs. Et même moi, ma mère faisait ça à la maison. Oui. Moi, je n'avais pas besoin d'aller en Afrique, j'avais tout presque à la maison. Donc, j'ai fait de l'ethnobotanique. L'ethnobotanique, c'est tout simplement une science qui étudie les usages traditionnels des plantes par la population, que ce soit dans le domaine alimentaire, médical, industriel, artisanal, tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai travaillé sur une tribu berbère dans le sud de Marrakech, à Amzmez, et c'est là où j'ai passé 10 ans à faire de l'ethnobotanique. Vous avez passé 10 ans à faire de l'ethnobotanique et vous avez enseigné à l'université. J'ai enseigné 38 ans à l'université. 38 ans à l'université. Oui. Mais en parallèle, vous aviez pas une double vie, une triple, une quadruple vie. Oui. Ça a commencé avec la photographie. Quand est-ce que vous vous êtes dit, je peux faire de la photographie
et faire des albums et être un photographe. Vous avez appris tout seul, vous avez appris sur le tas. Je suis ce qu'on appelle un autodidacte, Oui. mais je me suis servi de beaucoup de livres et j'ai effectué des stages de photographie au Maroc et à l'époque aussi, dans les années 70, 80. Et vous en avez France beaucoup voyagé. aussi. Donc j'ai beaucoup voyagé. Mais j'ai fait un voyage en Europe et un jour je rentre rencontrer des gens de ma famille dans un village. Et je constate que la mosquée a disparu, une tour de Casbah a été remplacée par une autre maison. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? C'était où ça? C'était dans la région de Marrakech. La région de Marrakech. Et j'ai vu ces choses disparaître, même les ustensiles de cuisine qui étaient en terre cuite ont été remplacés par des ustensiles en plastique, en aluminium, etc. Je me dis mais c'est un monde qui s'écroule, qui va disparaître. La photographie est là, la capacité, le pouvoir d'immortaliser ces moments. Et c'est à partir de ce moment-là, sans réfléchir, je suis allé acheter 50 ou 100 films, noir et blanc, et j'ai dit, je vais archiver ce temps qui disparaît. Et j'ai commencé comme quelqu'un qui était toujours en course avec le temps, puisque malheureusement, le temps m'a donné raison. Beaucoup de choses ont disparu, des vêtements. Moi, j'étais avec des populations, dans des fêtes populaires, avec des costumes, avec des façons d'être, et tout ça a aujourd'hui disparu. Je repasse toujours dans ces mêmes villages au Maroc, parce que j'ai beaucoup voyagé dans la montagne marocaine. Je repasse toujours avec mes vieilles photos. Et les gens reconnaissent leur grand-père, leur frère, leur grand-frère, etc. Et je trouve ça formidable d'avoir... J'ai eu cette chance d'arriver à un moment où la culture marocaine était en train de basculer. L'électricité est arrivée. C'est un moment charnière. C'est un moment charnière. C'est dommage, on n'arrête pas le progrès, mais ces beaux villages sont aujourd'hui enlaidis par les paraboles, Moi, je suis pour le progrès. Oui. Mais en même temps, je suis pour la conservation de la mémoire. Ça, c'est très important, parce qu'il faut savoir d'où on vient. C'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, vous avez en ce moment un grand succès pour les photographes qui ont travaillé pendant la crise de 1929. Parce que c'était un moment décisif dans l'histoire américaine et la société a changé, mais les Américains sont restés avec cette mémoire parce que c'est un moment décisif où les Américains auraient pu devenir un continent pauvre ou un continent de ce qu'il est aujourd'hui. Et il a fallu faire ce saut. Et les photographes ont eu cet avantage de dire aux Américains d'aujourd'hui, voilà ce qu'ont été vos aïeuls, ce cas-là, voilà ce que vous aurez pu rester, mais grâce à la technologie, grâce à la science, grâce à votre effort, la société américaine a été complètement transformée. On va revenir à la photographie, on va revenir à vos nombreux voyages, vos nombreuses rencontres, vos nombreux déclics à travers la photographie, et puis on va passer à autre chose aussi. Mais avant, on va s'arrêter à une rubrique qui est une tradition dans cette émission. On demande à un invité d'apporter un objet, et on va découvrir l'objet que Abdelrazak Benchaban a décidé de ramener avec lui. Je crois que c'est une très belle transition. Oui. On n'a rien préparé, vous ne savez même pas ce que j'ai. Non, je découvre en même temps que le téléspectateur. C'est une pochette que quand je commençais à voyager très jeune, dans les années 70, et partir à l'étranger, j'avais ça sous la chemise. Qu'est-ce qu'il y avait? Et à l'intérieur, il y avait mon passeport et cette map monde avec laquelle je l'ai retrouvée, je l'ai perdue pendant des années dans les déménagements, puis je l'ai retrouvée il y a quelques années et je l'ai conservée. C'est une vieille carte où il y a encore l'Union soviétique, par exemple, où il y a encore des noms de pays qui ont disparu. Il y a l'Allemagne de l'Est, etc. Et c'est la carte, avec cette carte que je l'ai achetée chez un bouquiniste, j'ai payé, je crois, 15 ou 20 centimes à l'époque, et j'ai décidé, avec un crayon d'ailleurs, de tracer mes prochains voyages. J'étais très jeune, je n'avais même pas 15 ans. Et le hasard a fait que j'ai fait ces voyages, et mon premier voyage qui va à la fois me rappeler ma propre culture, et j'avais mis les pieds dans le continent européen, c'est l'Andalousie. Et l'Andalousie m'a fait tout de suite comprendre qu'il y a quelque chose d'andalou au Maroc et que je suis déjà en Europe. Et j'ai commencé comme ça, en allant jusqu'à l'Europe scandinave, au nord, et ensuite à l'Est. Mais à l'Est, j'étais bloqué à l'époque par le mur de Berlin parce qu'on ne pouvait pas passer de l'autre côté. C'était avant la chute du mur, Et donc mes premiers voyages ont commencé comme ça. Et ensuite,
j'ai eu une chance parce que j'étais photographe, je pouvais vendre mes photographies à des magazines, à des éditeurs, donc j'ai fait pratiquement le tour du monde. Je n'ai pas fait un seul continent, je ne sais pas pourquoi, c'est un mystère, c'est l'Australie. L'Australie. Mais j'étais en... Est-ce que parce qu'il vous attire pas, il vous fait pas rêver? Et c'est un pays qui m'a... D'abord, c'est l'éloignement, franchement. Oui. Et ensuite, le fait que ce soit une grande île quelque part, Oui, peut-être oui. aussi. Mais j'ai fait des petites îles comme Cuba ou des Oui. choses comme ça. Mais je n'ai jamais été attiré par l'Australie, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un mystère. Cette map monde et la petite pochette, parce que c'était tendance à l'époque, les années 70. Oui. C'est les années où les jeunes voyageaient avec presque rien dans la poche. Oui. Ils arrivaient à faire... Vous savez où j'ai fait mon apprentissage de découverte du monde? Non. Le monde a commencé pour moi à Marrakech, sur la place Jemaa el-Fna. Il y avait des hippies, il y avait des gens. Oui. On parlait avec eux, ils nous disaient qu'ils voyageaient avec très peu d'argent. C'est ça. Je me suis dit, moi, Marocain, j'ai le même âge que ce garçon, Oui, je peux le cette jeune faire, femme, je je peux peux le le faire. Bon, j'avais juste le courage et l'envie de le faire. Vous savez, quand on a le courage et quand on a l'envie de réaliser un rêve, bon, on finit toujours par le réaliser. Et moi, c'était tout simplement aller voir le monde et rentrer chez moi. Mais c'est magnifique parce que tout ce que vous avez rêvé et que vous avez tracé sur cette map monde, vous l'avez réalisé. Mais c'est magnifique aussi parce qu'avant, ce qu'on rêvait, il fallait y aller pour le découvrir. Alors aujourd'hui, les jeunes se contentent de le découvrir virtuellement et ils croient qu'ils connaissent le monde. C'est dommage. Alors qu'ils ne connaissent, les expériences, ça se vit. Le smartphone ne vous donne ni les singularités des sons des pays, vous n'avez pas les odeurs du pays, vous n'avez pas les saveurs et vous n'avez pas la réalité. Vous n'avez pas la rencontre avec l'humain. Vous n'avez pas la rencontre avec l'humain. C'est une rencontre par procuration. C'est celui qui est allé filmer qui a fait l'expérience de voyage. Mais vous, avec son regard, avec sa vision, qui est toujours... Vous êtes celui qui regarde une vidéo et consomme, en fait. Mais il ne fait pas vivre l'expérience. C'est très important. Là, ici, c'est où, par exemple? Ça, c'est mes premiers voyages. J'étais très jeune et c'est mes premiers voyages sur un 4x4 qui a disparu. C'était la Santana. C'était le Santana Safari avec un double plafond pour voyager dans les zones du sud. En Afrique, vous avez fait aussi de très, très, très belles rencontres et vous avez été aussi sensibilisé aux questions écologiques énormément. Oui. Stress hydrique, en Afrique, famine. En Afrique, j'ai eu le choc, il y a 31 ans déjà. J'ai reçu le choc de ce que serait le réchauffement climatique. Je l'ai vécu, in situ. Parce qu'à l'époque, rappelons-nous, moi j'étais en 1991, mais déjà dans les années 80, il y a eu les fameuses famines en Éthiopie, en Somalie. Oui. Et moi j'arrive en Afrique, ça c'était l'Afrique de l'Est. Moi j'arrive au début des années 90 en Afrique occidentale et toutes ces photos que j'ai vues de l'Afrique de l'Est, je les ai retrouvées, cette sécheresse énorme. C'est votre cliché, celui-là? Voilà, ça c'est un cliché. Souvenez? Voilà, c'est un cliché qui est au centre du Mali. Vers la frontière avec le Burkina Faso. Et cet enfant était accompagné par des amis à lui, et ce sont des Rorba. Ce sont des enfants qui sont confiés par leur famille à un marabout, c'est un maître d'école, mais c'est une école nomade. Ils voyagent dans tout le pays et ils vivent d'aumône. Le matin, quand une moitié de la classe à la mosquée fait classe, l'autre moitié est dans les villages pour ramasser un peu de riz, de la nourriture, et l'après-midi, on change de groupe. Voilà. Et ils traversent toute l'Afrique comme ça. Il y en a même un que j'ai retrouvé un peu plus au nord du fleuve Niger, à Tombouctou, et je ne sais pas si vous avez la photo, mais on en parlera peut-être. On va en parler, c'est très important parce que ça, on a choisi cette photo. Vous avez fait des voyages, vous avez fait des photographies, et on n'a toujours pas parlé de... Ça, c'est un autre cliché. Oui, ça c'est une caravane que j'ai faite avec un ami de Casablanca, dans le sud marocain. Mais on ne sait toujours pas comment vous en êtes venu au monde des parfums, de la création de parfums. Bah écoutez, parce que vous aviez déjà beaucoup à faire avec ça, avec l'enseignement, la photographie, vos voyages. Oui. Alors vous savez, quand vous êtes botaniste, vos amis vont toujours vous poser la question, j'ai une plante dans mon jardin, il est malade, il s'appelle comment on peut la soigner, etc. Donc on m'a souvent posé ces questions. Et Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, qui possédaient le jardin Majorelle, avaient des centaines de plantes dans leur jardin qui étaient malades, mal soignées, mal irriguées, etc., qui m'ont posé ces questions.
Ils ont fait appel à vous. Donc moi c'était tout simplement, je voyais dans ce patrimoine laissé par Jacques Majorelle, qui l'a créé en 1924, je voyais que là-dedans, il y avait quelque chose d'extraordinaire à conserver pour Marrakech. Donc mon réflexe, c'était tout simplement réparer ce qui n'allait pas, c'est-à-dire restaurer le jardin. Et ça a duré des années. Je ne croyais pas que ça allait rester, que ça allait durer 10 ans. Pourquoi ça a duré 10 ans? Parce qu'il fallait rester sur les pas de Jacques Majorelle, ne rien trahir. Oui. Et ensuite, quand vous mettez une plante, aujourd'hui, pour voir le résultat, il faut être patient. 10 ans, c'est rien dans la vie d'un arbre, c'est rien. Oui. Donc j'ai dû attendre, accompagner jusqu'à ce que tous les arbres arrivent à maturité. Et après, il y a un moment où j'ai dû partir avant le décès. D'ailleurs, il était très malade, Yves Saint-Laurent. J'étais parti pour faire autre chose. Autre chose. Donc, je considérais que mon travail était fini, que je devrais passer à autre chose. Mais quand vous restaurez une forêt ou un jardin, c'est un travail de longue haleine. Et il faut avoir la patience et la passion pour attendre de voir les résultats. Il y a des gens pressés qui vous disent « faites-moi un jardin, ils veulent le voir le lendemain ». Non, quand on fait un jardin, il faut… Et Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, ils ont eu l'intelligence, la patience, la passion nécessaire pour attendre, pour qu'on arrive à ce joyau que visitent aujourd'hui les touristes. Qui est magnifique, qui est à restaurer, qui est sublime. Est-ce que l'habitude de porter un chapeau vous est restée de cette époque-là où vous passiez de longs moments dans le jardin? Non, même pas. Un peu de ça. J'ai porté des chapeaux toute ma vie parce que j'ai beaucoup marché dans la montagne. Parce que vous marchez beaucoup, dans la montagne et dans le désert. Et donc j'avais toujours un couvre-chef pour me protéger tout simplement du soleil. C'est beaucoup plus… Après, c'est devenu peut-être une façon de vivre ou un art de vivre. Oui. Pourquoi pas? Il y a des gens au début, c'était autre chose sur leur tête. C'était utile, c'était pas pour utilité. C'était par utilité. C'est devenu votre look. Mais c'est agréable. Au-delà de l'aspect extérieur. Puis vous aimez, c'est esthétique, c'est joli aussi. C'est une façon d'être aussi, je crois, tout simplement. Alors au début, il était question de restaurer les jardins de Majorelle. On n'en est pas encore à la création de parfums. Oui, quand j'ai fini la restauration de jardin Majorelle, Pierre Berger et Yves Saint-Laurent m'ont dit, bon voilà, on va ouvrir une boutique de souvenirs. Oui. J'ai dit, formidable, vous allez mettre des bouquins, vos parfums, etc. Oui. Elle m'a dit, non, on va faire un parfum du jardin. J'ai dit, parfait, vous allez le faire. Oui. Ah non, c'est vous qui allez le faire. Pourquoi? Alors, monsieur Yves Saint-Laurent m'a expliqué, vous aimez les plantes, vous connaissez les plantes, vous connaissez Marrakech, vous connaissez le jardin, vous êtes le mieux placé. Vous avez fait de la chimie, parce qu'il savait ce que je faisais comme métier, comme étude, etc. Donc, vous allez y arriver. Et… patient toujours, il m'a donné 3 ans pour le faire. Et en 3 ans, j'ai appris le métier de parfum. D'abord, j'ai beaucoup voyagé à Grasse, en France, dans d'autres endroits. J'ai eu des facilités pour entrer dans le milieu de la fabrication des flacons, des pompes, etc. Et surtout, j'ai appris avec un parfumeur aujourd'hui décédé, Serge Toledano, et qui m'a mis les pieds à l'étrier, qui m'a donné les grandes lignes du parfum. Mais il m'a dit, il y a quelque chose avec vous de spécial, vous portez en vous un désir. Ce désir, c'est de rendre hommage et valoriser la culture marocaine. Et ça, moi, je ne peux pas le faire, c'est vous qui allez le faire. Parce que vous utilisez des senteurs Oui, moi j'ai grandi dans des séances de distillation chaque année dans nos familles à Marrakech. La rose, l'épice. Distiller la fleur d'oranger au mois de mars et au mois de mai, la fleur de mai, la rose de mai. Et donc, moi, j'ai grandi dans cette ambiance avec tous les herboristes que j'ai fréquentés, le nez. Et moi, je considère les herboristeries aujourd'hui comme des bibliothèques olfactives. C'est là où on sent la plante. Pourquoi le parfum nourrit autant de fantasmes et autant de désirs C'est un petit peu important, on va faire une petite parenthèse pour parler de l'histoire du parfum, parce que les gens croient que le parfum est récent, que le parfum a été fait à la base pour les hommes, pour se parfumer, alors que ce n'est pas ça du tout. Ce n'était pas pour les hommes, le parfum. Pas du tout. L'homme a découvert, je crois, le parfum c'est une découverte empirique, par hasard. Les hommes, quand ils étaient en train de sacher dans les forêts, faisaient cuire leur viande. Et en fonction du bois utilisé, la viande avait un goût différent. Pourquoi? Parce que dans le bois, il y a de la résine. Et cette résine va brûler et il va parfumer l'air et il parfume aussi la viande. Voilà.
Et après, ils ont vu que dans ces bois, ce qu'on appelle des bois sacrés, ça existait, oui. parce qu'ils sont sacrés, parce qu'ils contiennent des résines très très fortes. Et ils ont commencé, quand les premières religions sont apparues, les premières croyances, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle des oblations divines, c'est-à-dire faire des sacrifices aux dieux. Et le premier sacrifice était de brûler de l'encens. Donc les parfums, c'était destiné aux dieux. Voilà, c'est pour ça que les premiers grands maîtres parfumeurs étaient des Égyptiens, parce que les pharaons avaient, à côté de leur monastère, il y avait toujours un prêtre qui était spécialisé dans la fabrication des parfums et qui préparait l'office. Ces parfums étaient destinés à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on brûle de l'encens, il y a de la fumée. Cette fumée monte vers le ciel et les vœux, les prières, on pense qu'ils vont monter avec. C'est pour ça qu'on brûle, pour que nos prières puissent monter au ciel. C'est pour ça que le mot parfum en français, c'est emprunté au latin, perfumum, c'est-à-dire monter avec la lumière, avec la fumée, perfumum. Voilà, c'est ça le mot exact de parfum. Mais les premiers rois se sont dit, parce que les rois égyptiens étaient des demi-dieux, donc ils ont dit, nous aussi, ils ont commencé à se parfumer, à mettre des onguents. Les reines, ce sont Cléopâtre. Au début, c'était avec de la graisse sur la tête, et puis etc. De la graisse avec de l'essence. Voilà. Et puis ça fondait, ça parfumait le corps. Cléopâtre a créé la mode de se parfumer avec des onguents. Et petit à petit, on a... Alors, les Juifs qui travaillaient dans les laboratoires de parfums chez les pharaons, quand ils sont allés au Moyen-Orient, c'était l'Exode, ils ont ramené avec eux ces techniques. Et après, les Arabes, ils ont développé la création, la fabrication de l'alcool, et c'est comme ça que le parfum est passé de l'état solide à l'état liquide. Et en plus, les Arabes avaient le secret des routes maritimes vers l'Asie et connaissaient les matières premières. Vous savez, toutes les matières premières utilisées par les pharaons, c'était les Arabes qui les fournissaient. Il n'y avait pas de matières premières pour faire des parfums en Égypte. Les rois d'Égypte ont même essayé de faire venir des arbres d'encens pour les planter en Égypte. Ça n'a pas marché parce que pendant les voyages, les arbres sont morts. Et donc la culture arabe des parfums, encore aujourd'hui, j'ai passé 2-3 jours avec des amis saoudiens qui viennent d'Arabie Saoudite, qui sont très connaisseurs de leurs plantes, de leurs matières premières. Ils m'ont fait rêver. Parce que c'est un creuset, le monde arabo-musulman est un creuset. Les parfums, la population de Rome, par exemple, ne pouvait pas se parfumer sans les marchands arabes. Et il y ramenaient du musc, de la myrrhe. Et il y avait même dans la grande avenue de Rome des boutiques qui portaient le nom de parfumeurs arabes, qui allaient vendre à Rome le parfum. À l'époque, il n'y avait pas de flacons de parfum, il y avait des fioles en céramique, et les hommes et les femmes venaient chez le parfumeur remplir avec le parfum. Donc, nous avons toujours eu une place centrale dans le domaine du parfum. Il n'y a pas de raison qu'on la perde aujourd'hui. C'est beaucoup grâce à vous que le parfum arabe ou marocain a pu pénétrer dans ce temple vraiment chasse gardée des grands industriels américains et européens. Vous avez fait ce premier parfum d'abord que vous a sur une commande de Yves Saint Laurent. Comment s'appelait le parfum? Jardin Majorel. C'était une eau de toilette, oui. Après, vous allez développer d'autres parfums. Et puis, il y a un parfum en particulier qui va être consacré. C'est Soir de Marrakech. Quelle est l'histoire de ce parfum qui est aujourd'hui dans le fameux musée de Versailles? Alors, écoutez, moi, ce parfum, il a une histoire, tout simplement. Le nom, il a une histoire, tout simplement. Je me souviens, quand je partais en Europe, j'étais très jeune. Et un jour, ma mère m'a dit, j'ai dit à ma mère, qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau de mon voyage? Il m'a dit, tu me ramènes Paris. J'ai dit, maman, j'ai un petit sac, je ne peux pas mettre de Paris dedans. Elle m'a dit, non, Paris, c'est un parfum. C'est juste un petit flacon, tu vas l'acheter. Elle connaissait. Et quand je suis allé à Paris acheter le parfum Paris, par hasard, c'était un parfum d'Yves Saint Laurent, je découvre que le prix, je ne pouvais pas le payer. C'est cher. Dans un magasin parisien, j'ai dit non, je ne peux pas, je vais peut-être revenir quand je serai plus grand.
Et évidemment, quand je suis devenu plus grand, que j'avais plus de moyens, j'ai ramené ce parfum. À l'époque, bien sûr, vous ne connaissez pas Yves Saint Laurent. Non, pas du tout. C'est vraiment des croisements dans la vie. Oui. Donc je prends ce parfum qui est le flacon, je me souviens. Je me rappelle du flacon, il a un rond, oui, boucle, avec les... Et je ramène ce parfum chèrement payé, avec grand plaisir, à ma mère, parce qu'elle le méritait, parce que sans elle, je ne serais pas là, oui. tout simplement. Mais dans ma tête, je me suis dit, quand je serai grand, je vais trouver une astuce pour que quand les Parisiens ou les Européens viennent à Marrakech, leur maman va leur dire « Amenez-moi à Marrakech ». Et quand j'ai créé mon premier parfum, le nom existait déjà 20 ans ou je ne sais plus 30 ans avant que je fasse Soir de Marrakech. Et j'ai dit je l'avais appelé Soir de Marrakech. Et aujourd'hui, effectivement, quand on reçoit beaucoup de courriers électroniques, et les gens viennent nous dire il y a maman ou mon frère ou ma sœur qui veut ce parfum. Donc je pense que l'histoire a été inversée, tout simplement. Il y a des choses comme ça dans la vie. Moi, je ne cherche jamais à comprendre. Je vis l'instant. Vous laissez guider. L'histoire de Paris m'est revenue quand j'ai créé mon premier parfum et qu'il était dans le flacon et que je cherchais un nom. Je me suis dit, commençons dès le début par quelque chose comment dirais-je, par quelque chose d'audacieux. Je vais l'appeler Soir de Marrakech. Il y a tous les soirs à Marrakech, mais celui-là, il est particulier, il est dans un flacon. Et puis très, très symbolique, c'est un hommage aussi à cette ville. C'est un hommage à la ville qui m'a vu naître, qui m'a tout donné. Qui vous a inspiré, qui inspire tellement de gens. Moi, je suis redevable à Marrakech, tout simplement. Parce que s'il n'y avait pas Marrakech, je n'aurais pas découvert le monde. Parce que quand j'étais petit, tout le monde venait à Marrakech déjà. Et je voyais des visages différents, des cultures différentes, des langues différentes. Et c'est ce qui m'a dit, c'est possible d'aller aussi chez eux, puisqu'ils viennent chez nous. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens ce que c'est que l'osmothèque de Versailles, pour qu'ils sachent toute l'importance que votre parfum soit l'osmothèque de Versailles, on la doit à Louis XIV. Parce que la société française avait un problème avec l'hygiène, puis ils ont découvert les parfums grâce aux Italiens, grâce aux Arabes. Et ils ont décidé de collectionner tous les meilleurs parfums du monde. Voilà. Et donc le temps est passé. La monarchie a disparu, la République est arrivée, mais on a gardé Versailles comme un lieu qui conserve, il y a aujourd'hui autour de 3000 parfums du monde entier depuis le XVIIe siècle, qui sont collectionnés. Donc le rôle de l'osmothèque, c'est de conserver des parfums qui, peut-être s'ils disparaissent un jour dans le monde, s'il y a, pour une raison ou une autre, ils seront conservés là-bas. Mais ils sélectionnent. C'est une consécration d'avoir son parfum dans le... Moi, j'ai appris en 2010 que par courrier que mes deux parfums sont retenus. Et il y a Soir de Marrakech, mais il y a un autre moins connu, c'est Mogador, qui l'accompagne. Et ces deux parfums sont aujourd'hui, et depuis maintenant 12 ans, à l'osmothèque de Versailles. À partir de ce moment-là, ma vie de parfumeur a complètement basculé. Il y a eu très très vite une reconnaissance internationale suivie par un succès. Alors, il y a cette reconnaissance internationale, un grand succès, une demande. Les gens en Europe ou en Amérique connaissent les parfums Benchaban. Beaucoup dans les pays du Golfe. Dans les pays du Golfe, énormément. Peut-être parce qu'ils aiment ces notes épicées, orientales, parce que vous travaillez avec les matériaux du Maroc. Un peu moins ici. On connaît Benchaban, le parfumeur, bien sûr, le créateur de parfums. On est fiers. Mais est-ce que vos parfums se vendent ici comme ailleurs ? Nous avons, je vois les chiffres, moi je ne suis pas un marchand, mais... Même si on ne veut pas parler chiffres aujourd'hui, mais c'est juste... Mais je vois par exemple qu'il y a des Marocains à Rabat, à Fès, à Casablanca, à Marrakech, ailleurs dans des villes comme Agadir, etc., qui sont des gens qui achètent nos parfums depuis 20 ans. Donc c'est des connaisseurs, c'est vraiment les connaisseurs, les amateurs de parfums. Pourquoi ? Parce que vous avez raison, parce que moi je suis un parfumeur de niche. Je ne suis pas un parfumeur de marque. Et on ne peut pas trouver ça dans les supermarchés. Donc les gens encore ne font pas le pas. Vous savez, c'est comme les gens qui ne rentrent pas dans les galeries. Il y a tellement d'artistes marocains connus au Maroc et à l'étranger, mais très peu de gens ont vu leurs œuvres. Parce que le Marocain, il a encore cette... il ne peut pas franchir, il passe à côté d'une galerie ou d'un musée. Quelquefois, ils disent que ce n'est pas pour lui. Mais ça viendra. Il y a tellement d'autres choses à aborder, parce qu'il y a les musées aussi. Mais on va marquer pas une petite pause, mais s'arrêter à une rubrique, triptyque. On va découvrir des photos, 3 photos que vous avez choisies. En particulier, vous allez les commenter. Le triptyque.
La première photo, Abdelrazak Ben Chaban, que vous avez choisie est celle-là. Alors, Pourquoi ça c'est à côté de Mazagao, Mazagao, qui est une ville. une incroyable histoire que j'ai découverte grâce à vous. C'est une ville qui porte le nom d'une ville marocaine, parce que Mazagao, en portugais, ça veut dire Mazagon, ça veut dire El Jadida. Alors, cette ville a été créée par des migrants marocains qui sont partis d'El Jadida. Quel siècle? Au XVIIe siècle. Et quand ils sont arrivés en Amazonie, les Indiens les appelaient par leur origine. Ce sont les gens de Mazagan. Alors, ils disaient c'était Mazagao. Et ils ont fondé une ville. Et cette ville, à la différence des villes à l'époque, des maisons qui étaient en bois à l'époque, les gens de Mazagan ne savaient pas travailler le bois. Ils savaient bâtir avec la pierre, comme dans le Douala, comme dans le pays de Douala. Donc ils ont pris les pierres. Moi j'ai vu les constructions qu'ils ont faites au XVIe siècle. C'est toujours conservé là-bas. Et leurs ossements sont conservés dans le cimetière de la ville de Mazagao. Oui, les restes des migrants marocains. Et chaque année, le 22 juillet, ces ossements sont sortis, ils traversent toute la ville en cortège et on rend hommage à ces premiers Marocains fondateurs de la ville de Mazagao. Encore aujourd'hui. La population de Mazagao, aujourd'hui, elle est majoritairement indienne, mais ils rendent hommage à ceux qui ont fondé la ville de Mazagan, les Marocains. D'ailleurs, quand on va au cimetière, il y a pendant toute l'année le drapeau du Maroc à côté du drapeau de la région qui s'appelle Macapa, de la ville Mazagao et le drapeau marocain. Il y a 4 drapeaux toujours au cimetière. Et moi, j'ai appris cette histoire un jour et je n'avais qu'une seule envie, c'est d'aller rendre hommage à mes ancêtres qui sont allés créer peut-être qu'il y a des descendants, peut-être qu'il y a eu, sûrement qu'il y a eu des métissages et des mariages. C'était pour moi l'occasion de découvrir l'Amazonie et le peuple Ayupi, cet Indien, qui est en train de faire avec moi de l'ethnobotanique parce qu'il me montre comment ils soignent avec les lichens qui se poussent sur les pierres. Et c'est là où j'ai découvert l'Amazonie. Vous savez, l'Amazonie, j'ai eu 2 chocs dans ma vie. Le réchauffement climatique avec l'Afrique et le deuxième choc, c'est l'Amazonie. Pourquoi? Ça m'a beaucoup attristé en réalité. Parce que l'Amazonie, c'est un peu le poumon de la Terre. Quand vous allez dans le poumon de la Terre et que vous voyez que les gens retournent de la Terre pour chercher des minerais, couper des forêts, etc., vous avez mal. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il faut absolument un mouvement universel pour conserver tous les espaces verts, parce que c'est les poumons de la Terre et parce que si aujourd'hui l'Amazonie disparaît, c'est comme un homme qui n'a plus de poumons, il ne peut plus respirer, parce que c'est l'Amazonie qui donne le maximum d'oxygène, l'essentiel de l'oxygène pour nous, les terriens. On va découvrir la deuxième photo. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est l'Afrique subsaharienne. Et c'est toujours le Mali, non? C'est toujours le Mali. On n'est pas loin de Bobo Dioulasso à côté. Et vous voyez ces jeunes qui partent sur ce désert. Ils doivent le traverser pour arriver à un point ultime et très important pour ces enfants étudiants, voyageurs, qui est Tombouctou. Et là, j'ai vu quand même qu'ils vivent dans des conditions à cause de... Vous savez, quand un enfant est sale, normalement sa peau est noire. Ici, la saleté, c'est blanche parce que c'est la poussière du désert qui couvre le corps. Oui, la terre est toute craquelée, parce qu'on voit... C'est des clichés que vous avez pris, ce sont vos clichés. Ce sont les clichés d'il y a 3 décennies au moins. Mais tellement d'actualité aujourd'hui, où on parle de stress et de réchauffement climatique. Troisième photo. Ça, c'est un enfant parmi ces enfants-là, et lui, il a décidé de sortir de la misère. Il l'a décidé, j'espère qu'il a réussi, parce que je n'ai jamais réussi, contrairement aux autres, lui, je n'ai jamais retrouvé ses traces. Il s'appelle Babasila, et lui, il a décidé de s'en sortir par l'éducation. Et je crois que dans sa photo, dans ce moment, il a un message à adresser à tous les enfants du monde. Il faut faire des études pour s'en sortir. On va revenir à Ben Chaban, le parfumeur. Vous avez dit que, j'ai lu quelque part, que vous avez un rêve, parce que vous avez fait le tour du monde, et vous voyez comment le patrimoine olfactif, parce qu'on ne parle pas encore aujourd'hui, peut-être au Maroc pas beaucoup, par vous, je l'ai entendu vous le dire, patrimoine olfactif, c'est un patrimoine. Et vous avez vu comment ce patrimoine est valorisé dans les autres pays. Et vous avez un rêve pour le Maroc. Oui, moi j'ai un rêve pour le Maroc, parce que vous savez que
Le Maroc est producteur de roses. Rose, oui. Nous avons deux espèces de roses au Maroc, Rosa damascena et Rosa centifolia, Qalat Mgouna, qui sont Damascena. plantées dans la région de Qalat Mgouna, mais plus largement dans la vallée et la production est destinée à l'industrie de parfumerie occidentale dans le monde. Oui, oui. Mais personne ne cite l'origine de la rose. Oui, quand on voit la composition. Quand vous allez chez les parfumeurs, on vous dit ça, c'est la rose de Bulgarie, ça c'est la rose de Roumanie, ça c'est la rose de Turquie. Grasse, on vous dira, ça c'est la rose de Grasse, et on vous dira jamais celle-ci, elle est marocaine, parce qu'il est approprié par les industriels qui leur donnent la nationalité qu'ils veulent. Oui. Et les Marocains, dans tout ça, le Maroc n'a aucun retour, aucun bénéfice. Oui. Moi, mon rêve, et ce qui me reste à vivre, je vais le consacrer à combattre cette injustice et faire de sorte que la rose marocaine doit être reconnue. Mais vous savez, pour être reconnu mondialement, il faut être reconnu d'abord localement. Je pense qu'aujourd'hui, au Maroc, ceux qui veillent sur notre avenir, notre destin, doivent savoir que nous avons un patrimoine olfactif unique dans le monde. Cette rose est demandée dans le monde entier. Oui. Et que il n'y a aucune reconnaissance internationale. Donc c'est à nous d'exiger de nos partenaires, et d'abord chez nous, de reconnaître ou d'organiser, je ne sais pas, labelliser cette rose marocaine, lui donner un label et l'imposer à l'international. Il nous reste malheureusement 3 minutes où on va parler de 3-4 choses très importantes. D'abord, justement, pour la faire reconnaître au Maroc, c'est pour ça que vous avez peut-être créé ces musées, le musée de l'art de vivre, Absolument. le musée du parfum. Oui. C'est pour que les Marocains et même les étrangers, les visiteurs découvrent. Viennent découvrir le patrimoine olfactif du Maroc, parce qu'il y a un patrimoine comme la musique ou la poésie. Oui. Et donc les gens viennent découvrir, et c'est une valeur ajoutée, si vous voulez, à l'offre touristique de Marrakech. Absolument. Ce musée et votre engagement pour l'éducation et la scolarité et l'apprentissage vous a poussé aussi à œuvrer dans la création d'écoles pour les enfants défavorisés, des régions lointaines. Ça aussi, c'est un engagement qui vous est très cher. Ah oui, ça c'est ma, comment dirais-je, c'est ma participation toute modeste à un mouvement de la société civile au Maroc qui est très active. Et moi, je fais ce que je peux avec les gens que j'aime, notamment les nomades. Les nomades. Alors, avant de passer à la dernière rubrique, le chef-d'œuvre, vous êtes aussi écrivain. Vous avez commencé par les albums de photographie, mais depuis quelque temps, vous avez écrit le livre du parfum. Là, c'est votre domaine. Et puis, 2 livres sur le parfum. Et là, vous venez de sortir un livre. Cette fois-ci, c'est un roman. Est-ce qu'on peut le voir? Oui. Il y a l'affiche, Sidi Relib. Il est à l'écran, oui. Pourquoi un roman? Pourquoi cette envie d'écrire un roman? Vous savez, il y a 2 façons de parler de ce qu'on aime. Oui. Soit on fait un récit et ça devient une autobiographie qui n'a aucun sens, à mon avis. Oui. Soit on saute le pas et on passe dans la fiction et on rencontre de la vie de quelqu'un dans lequel je m'identifie, mais j'espère que le lecteur aussi s'identifiera, parce qu'on est nombreux. C'est une autobiographie romancée, non? C'est plutôt un roman historique, puisque c'est un roman qui se situe au Moyen-Âge, et le Moyen-Âge, les rêves, les rencontres qu'a fait Sidi Relib dans ce périple, parce que c'est un voyage initiatique qui va durer plusieurs années, et ben c'est ce même voyage que nous faisons toujours aujourd'hui. Et une chose est dans ce livre, c'est un étudiant qui est parti faire des études en Andalousie pour revenir et servir son pays en tant qu'ingénieur agronome. Oui, ça nous rappelle quelqu'un, vaguement. Alors, c'est aux éditions... Aux éditions Almanar à Paris. Almanar. Alors, on va découvrir maintenant le chef-d'œuvre que vous avez choisi. On découvre le chef-d'œuvre que Abdelrazak Benchaban a choisi de partager avec nous. Le chef-d'œuvre que vous avez choisi, Abdelrazak Benchaban, je ne m'attendais pas parce que vous avez tellement de passion et de centres d'intérêt. Oui. Vous savez, j'aime l'Inde et j'aime la musique indienne. Vous aimez la musique indienne. On va voir un petit extrait du film.
Abdelrazak Ben Chaban, pourquoi ce film, Le Salon de musique, un film de 1958? Alors le chanteur qui chante, c'est Bismillah Khan, c'est un chanteur qui va être dans la tradition de Qawwali, les chanteurs indiens. Et ce film a été réalisé à la date de ma naissance, 1958 déjà, oui. Mais par Ravi Shankar. Ravi Shankar a raconté l'histoire d'une Inde qui est en train, c'est un réalisateur de Bengale, de Bengali, et il a raconté l'histoire de cette Inde après l'indépendance qui est en train complètement de basculer. Le monde ancien, celui de la période coloniale, est en train de disparaître et un nouveau monde en Inde. Et il reste un homme qui est resté très attaché au passé, c'est celui qui organise son salon de musique et toute sa fortune a été dilapidée rien que pour écouter de la musique, parce qu'il aimait ça. Et autour de lui, le monde est en train de s'écrouler et il va s'écrouler avec, mais il y tient quand même. Ça, c'est un film que Ravi Shankar a fait avec très peu de dialogue, c'est un film basé sur la musique. Et à partir de ce film, il y a des grands musiciens indiens qui vont être connus dans le monde entier. Ravi Shankar, oui, on n'a pas vu, mais qui était dans le film. Et en 1965, après ce film, Satyajit Ray va être accueilli de façon magistrale et triomphante au Festival de Cannes en 1965. Et ça va ouvrir ça va devenir une carrière internationale pour ce genre de film indien. Ce n'est pas un film de Bollywood, c'est tout à fait inscrit dans le cinéma profond. Non, c'est un film culte. Profond. Il faut vivre son époque, mais il faut résister. Il ne faut pas que nos mondes s'écroulent. Absolument. Il faut préserver son patrimoine, son passé, comme vous l'avez dit, pour pouvoir avancer. Oui, il ne faut surtout pas oublier la mémoire et surtout ne pas oublier d'où nous venons si nous voulons vraiment atteindre le point où nous voudrons y aller. Merci beaucoup Abdelrazak Ben Chaban pour ce moment. C'était très très agréable d'avoir découvert tous ces mondes, toutes vos passions. Et voilà, on rappelle votre actualité, la sortie de votre dernier livre Sidi Gharib aux éditions Al-Manar. Merci beaucoup monsieur. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et à la semaine prochaine.